voix font parler la France, Philippe David. Bienvenue dans Les vraies voix font parler la France. Heureux de vous retrouver, François-Louis Bourneau. Très heureux de vous retrouver, Philippe David. Encore plein de témoignages, plein de sujets surtout que vous nous livrez. On va parler ce soir de la marche blanche qui a eu lieu ce week-end, notamment pour Quentin. Et puis un sujet, les agriculteurs, puisque nous serons au Salon de l'Agriculture cette semaine, Philippe. Oui, on y sera mercredi avec Les vraies voix de 17h à 20h. De 17h à 19h avec Cécile de Bénibus pour Les vraies voix. Et Les vraies voix font parler la France, spécial Salon de l'Agriculture. Vous pourrez nous rejoindre sur le stand des races Aubrac, de la race Aubrac. On sera également avec le cuir, les industries du cuir. Tout à fait. Et je dois dire que à 19h05, me manger une pièce d'Aubrac me ferait le plus grand bien, mais il faut attendre encore un peu. Et puis un sujet aussi sur lequel vous avez souhaité réagir. Ça fait 30 ans que le service militaire est fini, Philippe David. En 1996, le 22 février, Jacques Chirac annonce la fin du service militaire obligatoire. On en parlera et vous pourrez réagir au 0826 300 300, le numéro qu'on vous donne pour partager tous les témoignages qui vous font plaisir, qui vous touchent. Voilà, tous les soirs, vous savez que vous pouvez nous livrer vos témoignages. Et puis aussi avec le hashtag Les vraies voix sur Twitter et Facebook, vous pouvez réagir. Et je vous le rappelle, c'est sur le stand de l'Alliance France Cuir et sur le stand d'Aubrac et avec également l'Alliance France Cuir dans le hall 1. Vous êtes les bienvenus et il y aura plein d'autres émissions également de Sud Radio. Absolument. Au Salon de l'Agriculture. Tout de suite, la marche blanche pour Quentin qui s'est tenue ce week-end, justement, on le rappelle, dans le cadre de l'enquête pour homicide. 7 hommes, dont 2 collaborateurs du député LFI Raphaël Arnaud, ont été mis en examen. Guillaume Lamy, vous êtes rédacteur en chef de Lyon Capitale. Vous étiez dans cette manifestation, justement, qui a eu lieu samedi dernier. Bonsoir. Bonsoir Guillaume Lamy. Alors on le rappelle, Lyon Capitale, magazine lyonnais. Alors pour être totalement honnête, qui fait partie du même groupe que Sud Radio, qui est Fiducial Média. Mais comme la manifestation a beaucoup fait réagir et que vous étiez 2 de Lyon Capitale dans la manifestation, on s'est dit avant de donner la parole, on va faire le bilan avec quelqu'un qui y a passé son samedi après-midi. Oui, exactement. On était 2 journalistes, dont moi-même, qui étions d'ailleurs même avant la manifestation au bord de l'église Saint-Georges où a lieu un recueillement pour le militant Quentin de Ranc. Et alors en fait, finalement, effectivement, ça a été une marche qui, globalement, nous, ce qu'on a vu factuellement, moi je vais vous parler de ce que j'ai vu, qui s'est quand même passé très très bien. Il y avait un service de maintien de l'ordre qui était franchement très propre, très impeccable, et puis avec notamment des forces de l'ordre qui étaient là aussi pour apaiser, parce qu'il y a eu quelques petites tensions à certaines intersections. D'accord. Donc il n'y a pas eu de violence ? Alors moi je n'ai vu aucune violence. J'ai vu qu'il y avait eu des signalements qui avaient été faits pour un salut nazi et des insultes racistes et homophobes. Nous, avec ma confrère, on n'a vu ni l'un ni l'autre. Et on s'est un peu baladé du début à la fin, au milieu du cortège. Donc en tout cas, nous, on n'a pas vu tout ça. Et vous lisez évidemment les autres médias. Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à ce que vous avez lu, vu ou entendu sur d'autres médias ? Alors oui, moi j'ai lu beaucoup de choses. En tout cas, moi j'y étais. Ce que je peux vous dire, mais vraiment, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait beaucoup de monde. Quand on est arrivé, il y avait une tension. On sentait que il y avait de la tension dans l'air parce que oui, effectivement, alors je crois que la préfecture a donné 3200 personnes, les organisateurs 3500 personnes. Il y avait, oui, effectivement, il y avait quelques groupes cagoulés. Dont on imagine qu'ils seraient plutôt des militants d'ultra-droite. N'empêche que ce que j'ai vu au doigt mouillé, moi je vais vous dire, j'ai vu 20% de cagoulés, de militants, et 80% monsieur et madame tout le monde. Alors effectivement, je suis pas sûr que ça votait très à gauche dans le rassemblement. En tout cas, ce n'étaient pas des militants, mais on a vu beaucoup de seniors, beaucoup de jeunes aussi. On a vu des poussettes parfois. Et puis, ce que je vous dis, le mot d'ordre, c'était on veut pas de débordement. Et on a pu voir, nous, on a pu assister à des intersections de rues ou défilés de cortège. Quelques jeunes qui étaient là et qui commençaient un peu à provoquer, et tout de suite le service d'ordre est arrivé dans les rangs du cortège en disant non, nous on ne provoque pas, on ne répond pas, on est là pour Quentin.
et les CRS que j'ai vus ont dit attendez, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe. En tout cas, c'est un hommage pour un mort, donc on respecte. Donc il y a eu quand même une sorte de bienveillance et tout s'est plutôt bien passé. D'accord. Alors restez avec nous, Guillaume Lamy, parce que le sujet évidemment fait réagir. On accueille Betty d'Avignon. Bonsoir Betty. Bonsoir Betty. Bonsoir, Vous- bonsoir à tous. Vous avez entendu justement ce que disait Guillaume Lamy, je le rappelle, rédacteur en chef de Lyon Capitale. Ça vous paraît cohérent? Vous étiez, je ne sais pas si vous étiez à la manifestation en tout cas, mais est-ce que ça vous parle quand on évoque justement ce que nous dit Guillaume Lamy? En fait, j'ai pas très bien entendu parce que le son est vraiment très bas. D'accord. Alors Guillaume Lamy disait que globalement, il n'y avait pas eu de violence, il y avait eu, ça s'était bien passé, il y avait pas eu de violence, les forces de l'ordre étaient très bien positionnées, elles ont apaisé les choses, et globalement, c'était une marche qui s'était bien passée. C'est malheureusement pas le cas de toutes les manifestations en France, faut-il le rappeler? Oui, moi en fait, je voulais intervenir pour dire que à Avignon justement, puisque j'habite Avignon, que le RN avait annulé la marche qui devait avoir lieu pour Quentin sur le Palais des Pâtes. Oui. Et qui ne pouvait donc pas assurer la sécurité des élus et des citoyens. Ça ne pouvait pas être garanti. Donc j'étais un peu stupéfaite quand même, parce que voilà, elle a été utilisée sur Lyon. Bon, il n'y a pas eu d'échauffourée. Et je n'ai pas compris. Mais est-ce que vous pensez pas que pour Avignon, alors c'est l'assistant parlementaire et un autre qui a été stagiaire d'un député d'Avignon qui ont été mis en examen et écroués d'ailleurs dans l'affaire de la mort de Quentin. Est-ce que vous croyez pas que c'était mieux d'annuler la marche plutôt que d'avoir une marche qui aurait pu virer à l'affrontement, surtout à 3 semaines des élections municipales? Non, moi je suis pas d'accord parce que là je pense que le RN il a fait un pas en arrière parce que dans ces cas-là il faut pas penser à la peur, il faut penser au courage. Et je pense que là ils n'ont pas de courage et le LFI, l'extrême gauche et toute la clique, eh bien c'est un bon point pour eux. Alors, on a Chantal également qui nous appelle de Bastia, de l'île de Beauté. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous dites la mort de Quentin montre le vrai visage de LFI. Expliquez-nous. Eh ben, à un moment donné, je pense qu'il faut pas tourner autour du pot. Quand on a des gens comme Raphaël, Arnaud, qui font partie de leurs députés quand même, ça je l'ai pas inventé. Mais alors moi je vais vous dire, Jean-Luc Mélenchon, c'est déjà quelqu'un qui parle toujours et de la police et du reste. Il faut voir le nombre de personnes qui le protègent, à lui. D'accord? Et bien souvent, ce sont la jeune garde. Ils sont servis comme service d'ordre. Alors bien entendu, comme il n'est pas très courageux, qu'avec sa grande gueule, c'est un Ça, c'est votre point de vue. Non, moi je l'ai vu en meeting, monsieur. Donc je sais comment il est. Depuis 2012, déjà, je peux vous dire que c'est un péteux. Alors ça, c'est votre opinion aussi. Oui, non, mais je l'assume complètement. Donc, il s'entoure de ce genre de personnage. Moi, vous savez, on peut discuter de tout. On peut discuter avec tout le monde. Et je pense que c'est ça la démocratie. Donc, absolument, c'est débattre quelles que soient ses idées. Exactement. À un moment donné, où on est pour le débat d'idées, ou on ne l'est pas. Et la démocratie, c'est aussi reconnaître tous les élus du peuple. Et quand son groupe, et pas que le sien, quelqu'un qui a été ex-président de la République, ne sont pas capables de serrer la main aux députés du RN, alors des leçons de démocratie ne vont pas en donner. Voilà. Et je pense qu'on est très mal barré. Et pourtant, je ne vote pas RN. Mais j'estime que j'ai du respect pour les élus du peuple. Absolument, tous les élus ont... Et ça commencerait comme ça. Quel exemple vous voulez donner aux jeunes? Alors, tous les élus... apprendre à discuter, à se respecter. Eh ben oui, même si c'est pas mes idées, c'est pas grave. Tous les élus ont une légitimité équivalente, bien évidemment. Restez avec nous, Guillaume Lamy, Chantal et Betty. On va continuer à parler de ce sujet qui vous fait beaucoup réagir. Et d'ailleurs, si vous avez un avis ou vous souhaitez simplement réagir sur le sujet, 0826 300 300, on prend tous vos témoignages. D'ailleurs, merci de nous les apporter chaque semaine. C'est très précieux pour nous. Ne quittez pas, on vous retrouve juste après.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix font parler la France jusqu'à un peu avant 20h. Ensuite, vous retrouverez évidemment Magali Berda. On est toujours avec Betty d'Avignon, Chantal de Bastia et Guillaume Lamy, rédacteur en chef de Lyon Capitale, qui a fait toute la manifestation samedi dernier, François Louis. Ils étaient 3200 personnes à défiler à Lyon, justement, selon la préfecture du Rhône, pour la marche en hommage à Quentin Derenc, le militant nationaliste mortellement roué de coups. Guillaume, vous voulez justement réagir à ce sujet. Vous êtes rédacteur en chef de Lyon Capitale. Vous avez la parole. Est-ce que, Guillaume Lamy, est-ce que l'émotion est encore à son paroxysme à Lyon, puisque c'est la ville où a eu lieu le drame ? Je pense, vous savez, comme moi, que une information chasse l'autre assez rapidement. Moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le jour même, et ça, c'est assez rare pour avoir couvert pas mal de manifestations ou de marches, de ce genre d'événements, il y avait vraiment une tension qui était palpable, parce qu'effectivement, cette marche, c'était une marche hommage. Elle avait été la co-organisatrice, en tout cas, c'était une Aliette Espieux qui se présentait pour une ancienne porte-parole du mouvement anti-avortement. Donc il y avait un hommage quand même, c'était quand même très politique. Tout le monde, si vous voulez, s'est remonté aux oreilles du président Macron. Donc un hommage très politique, donc sous très haute sécurité. Tout le monde avait peur de débordement. Et encore une fois, je le redis, moi ce que j'ai vu, pour rester 3-4 heures là-bas, c'est qu'il n'y a eu aucun débordement et que ça s'est tenu dans le respect qui avait été voulu les organisateurs. Donc ça s'est plutôt très très bien passé et tout le monde avait eu un peu peur de ce qu'elle pourrait être. Et je crois que même le soir, en fait, tout le monde disait que finalement, il ne pouvait pas y avoir de débordement lors de cette manifestation parce qu'il y avait un tel service d'ordre. Et puis autant, je crois qu'on parle de 500 forces de l'ordre déployées. Et tout le monde avait un peu peur que des violences aient lieu en marche, c'est-à-dire le soir. Et en fait, le soir, il y a rien eu. Je vous dis, il y a juste eu une interpellation pour un port d'armes qui était un marteau pendant la marche. Et effectivement, un signalement pour un salut nazi et des insultes racistes. Qui sont évidemment condamnables, soit dit en passant. Qui sont condamnables, on est évidemment d'accord là-dessus, il n'y a pas à mégoter. Mais ce que je veux vous dire, ça s'est plutôt globalement très très bien passé. Alors, j'ai une question à vous poser, parce qu'on nous dit depuis un certain temps que la jeune garde, alors moi je connais très peu Lyon par rapport à vous bien évidemment, que la jeune garde a été créée en réaction à l'extrême droite lyonnaise qui ferait des ratonnades etc. dans le centre-ville et que le centre-ville est tenu par des milices d'extrême droite tandis que la jeune garde tient Fourvière et la Croix-Rousse. Est-ce que c'est vrai ou est-ce de l'info, est-ce de l'intox ? En fait, oui, il y avait eu, historiquement parlant, Lyon, c'est plutôt une ville de droite, globalement, des droites. Mais qui a un maire écologiste aujourd'hui et qui a eu un maire de gauche qui a été Gérard Collomb, hein. On est bien d'accord. Après, là, on parle de mouvance, on parle de militants. Et effectivement, en réaction, il y a eu, alors, il se présente comme ça, c'est Raphaël Arnaud, le leader de la Jeune Garde, le fondateur de la Jeune Garde à Lyon, se présente comme un mouvement de défense, d'autodéfense populaire. Donc au final, avec les mêmes méthodes, il suffit d'aller voir quelques comptes Instagram, Instagram, voire Telegram, ils ont les mêmes, l'ultra-gauche, l'ultra-droite ont exactement les mêmes méthodes, c'est-à-dire qu'ils font de la défense, du MMA, de la boxe, ils ont les mêmes méthodes pour aller effectivement défier l'ennemi. Effectivement, il y a la Jeune Garde qui va être plutôt sur les pentes de la Croix-Rousse, la colline de Croix-Rousse, et l'ultra-droite qui va être plutôt dans le Vieux-Lyon, ça s'appelle le Vieux-Lyon, le quartier historique de Lyon. Donc à quelques rues, ils se regardent comme des chiens de faïence, ils sont à quelques rues, quoi. D'accord, ok. Mais c'est pas une ville où il y a des émeutes régulièrement ou des bagarres entre les deux ? Non. D'accord. Non, mais non plus, il faut pas exagérer. Effectivement, il y a ces deux mouvances. Il arrive qu'il y ait des affrontements entre eux. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus, ça serait faux de dire qu'il y a des affrontements toutes les semaines. D'accord. Betty d'Avignon, vous voulez réagir ? Betty. Ah, on a perdu Betty. Chantal, quand vous entendez Guillaume, est-ce qu'il ne nous remet pas quelque part des informations qu'on n'a peut-être pas eues en écoutant d'autres médias ? Oui, non, mais je crois qu'après,
Il y a l'honnêteté intellectuelle et d'autres qui n'en ont pas, c'est tout. En plus, Guillaume était là pendant 4-5 heures, il ne s'est pas contenté de passer, je dirais, à cette manifestation. Voilà, c'était aussi quand même, apparemment à la fin, il y avait même une prière. Il y a des gens qui ont, des médias qui s'est quand même permis de dire oui, rire dans la rue, pas dans la rue, enfin bon, tout un débat qui n'a ni queue ni tête. Donc, je crois à un moment donné, voilà, il y avait des gens qui voulaient se réunir pour faire rendre un hommage à Quentin, qui est quand même un drame, et puis la mort, le meurtre de Quentin, parce que si c'était la mort, on peut mourir d'un accident de voiture. Hein. C'est clair. C'est dramatique également d'ailleurs. Hein. C'est bien sûr, mais c'est pas la même chose. Bien sûr, quand évidemment. on vous fracasse, voilà. Donc ça, c'est des morts qu'on peut éviter. Moi, je voudrais dire à la jeunesse, apprenez à vous parler, et c'est à nous qui sommes plus adultes depuis longtemps qu'on doit transmettre vraiment ce message. C'est important. Ça doit commencer dans les universités, à Sciences Po. Il faut arrêter de faire chacun dans son coin sa petite conférence, qui n'est en fait bien souvent que de l'idéologie, que ce soit de n'importe quel bord. On devrait autoriser que des débats contradictoires dans l'université et dans les Sciences Po, parce que ça obligerait les jeunes du pluralisme. à participer. Non, mais surtout qu'il y ait des débats contradictoires, c'est-à-dire qu'il y ait deux invités. C'est-à-dire que quelqu'un parle d'un thème et quelqu'un puisse lui répondre. Et après, faire des débats avec les jeunes. Montrer qu'on peut débattre même si on n'est pas de la même mouvance politique, idéologique ou que sais-je. Je veux dire, à un moment donné, c'est notre jeunesse française qui... À chaque fois qu'on perd un enfant de France, c'est un avenir en moins pour demain. C'est malheureusement, je voudrais vraiment penser aux parents parce que vraiment, et à ses proches, parce que ça, c'est quelque chose d'important. Voilà, donc apprenons à nos jeunes à parler, à discuter. C'est le b.a.-ba de la démocratie, hein, c'est le dialogue et la confrontation des idées, pas la confrontation des coups. Exactement. Et malheureusement, et je remercie Guillaume, parce que c'est vrai que d'y être allé, d'y avoir passé du temps, bon, c'est normal, on va dire que c'est son travail, mais enfin, il y a des journalistes qui passent comme des éclairs et qui déduisent certaines choses. Vite fait, bien fait, et là, c'est vraiment c'est factuel. Du vrai journalisme de terrain. C'est factuel. Betty d'Avignon, on vous a retrouvé. Oui. Vous avez entendu Guillaume Lamy, c'est vrai que ça remet, comme on dit, le clocher au milieu du village, d'avoir ces informations. Lui qui a passé 3-4 heures à la manif, et en plus, ils étaient deux de Lyon-Capitale, lui et une de ses consoeurs. Oui. Alors, moi, je voulais dire, concernant les antifas, au moment des législatives à Avignon, ils étaient tous venus de France, hein, notamment de Lyon, pour soutenir leur chef. Ils ont voulu intimider la députée. Qui s'appelait Catherine Jaouen, qui a d'ailleurs témoigné dans les médias la semaine dernière. Et quand on voit dans quelles conditions se passait la dernière campagne des législatives dans la première circo de Vaucluse, c'est terrifiant. Voilà. Alors, concernant Raphaël Arnaud, on sait maintenant quand même que c'est un voyou, hein, qui a fait l'apologie du terrorisme, et fiché S. Et qui est fiché S. Alors, voyou, ça c'est votre opinion, et qui a été condamné pour violence en réunion. Voilà, et il est quand même décrit comme dangereux depuis 2023 par les services de police. C'est vrai, puisqu'il était triple fichier S. On va donner le mot de la fin à Guillaume Lamy. C'est vrai ce que disait Chantal de Bastia. Guillaume Lamy, il y a la liste des invités politiques à Sciences Po Lyon. 19 octobre 2023, Benoît Biteau d'Europe Écologie Les Verts. 26 octobre 2023, Manon Aubry, LFI. 1er février 2024, Leïla Chaibi, LFI. 11 avril 2024, Emma Rafovic, PS. 16 octobre 2025, Emma Fourreau, LFI. 4 décembre 2025, Manuel Bompard, LFI. 12 février 2026, Rima Hassan, LFI. On peut pas dire que le pluralisme politique soit de rigueur à Sciences Po Lyon, non ? Alors moi c'est vrai que je connais pas la liste de tous les invités, mais effectivement les noms que vous me citez, voilà, c'est très, on sent très marqué. C'est très marqué, c'est très orienté, Après voilà, on sait que Sciences Po Lyon en tout cas, hein, je crois qu'il y a un peu différent de Sciences Po Paris. Sciences Po Lyon, oui, c'est aussi très marqué. En tout cas, c'est critiqué par certains
comme étant un laboratoire intellectuel de la gauche, voire d'une gauche un petit peu plus radicale. En tout cas, le ministre de l'Éducation, effectivement, s'est positionné par rapport à ça, en disant que ce genre d'événement, notamment la conférence de Madame Hassan, ça ne pourrait plus être le cas. Alors après, c'est au président. C'est le ministre de l'enseignement supérieur qui l'a dit. Pardon, autant pour moi, de l'enseignement supérieur. En tout cas, après, voilà, c'est une consigne. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. En tout cas, il a appelé les présidents d'universités et d'écoles à faire très attention. Enfin, c'est même une recommandation. Donc, on verra dans l'avenir ce qui se passera effectivement à Lyon. Mais encore une fois, Lyon, effectivement, on a souvent parlé de Lyon comme une terre d'extrême. Moi, j'avais fait un gros dossier sur ce sujet en 2023. Lyon, terre d'extrême. On a aussi bien de l'ultra-droite que de l'ultra-gauche. Et je crois que selon les derniers renseignements que nous, on a pu avoir à la capitale, la mouvance d'extrême gauche, d'ultra-gauche, ils sont à peu près 800. Et celle d'ultra-droite, à peu près entre 400 et 500. Aujourd'hui, voilà, ce sont les deux, ce sont des deux rapports de force qui se passent aujourd'hui à Lyon. Notamment à Lyon. Merci beaucoup, Guillaume Lamy, rédacteur en chef de Lyon Capitale. Merci Chantal de Bastia. Merci Betty d'Avignon. On va parler d'un vieux souvenir qui vous fait réagir dans quelques instants. Enfin, pas vous, c'est moi, pas un beau souvenir, moi c'est un des miens et j'avoue que c'est un très bon souvenir. Mais effectivement, on parlera justement de la fin du service militaire. Jacques Chirac voulait y mettre fin, il l'a fait. Et puis c'est il y a 30 ans hier. C'est les 30 ans, absolument Philippe. On en parlera et puis vous pourrez témoigner au 0826 300 300. Vous nous direz, est-ce que vous auriez aimé faire votre service militaire si vous ne l'avez pas fait? Ou justement, si vous l'avez fait, vous pourrez nous témoigner. Ou si vous l'avez fait, oui, c'est encore un bon souvenir. Un mauvais souvenir, vous avez un souvenir amusant à nous raconter, un seul numéro, et c'est Zach qui prendra vos rappels. Et le 0826. Absolument. Et puis 300 300. Et puis par SMS au 72018. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, le 22 février dernier, je vous ai fait part de ma décision de professionnaliser l'ensemble de nos forces de défense. En effet, la conscription traditionnelle ne répond plus aux exigences d'une armée moderne dans un grand pays moderne. Je propose donc que le service national que nous connaissons aujourd'hui soit supprimé dès le 1er janvier 1997. Et qu'il cède la place à des volontariats, tout en maintenant le principe d'un rendez-vous entre la nation et sa jeunesse. C'était Jacques Chirac il y a 30 ans hier, qui annonçait la fin du service militaire. Alors vous voulez témoigner, vous pensez que ça a été une erreur de supprimer la conscription, ou vous pensez que c'est une très bonne chose? Vous avez des souvenirs de service militaire? Eh bien, venez nous les raconter au 0826 300 300, François-Louis. Et justement, je pense qu'on a quelqu'un qui a encore plus qu'un souvenir d'un service militaire. C'est un ancien militaire, Florent de Dax. Bonsoir. Bonsoir, Florent. Bonsoir Philippe, bonsoir François-Louis. Je vous demande pas si vous avez fait votre service militaire. Je pense que la question n'est pas essentielle. En revanche, qu'est-ce que vous pensez justement de cette suppression? Alors, il faut bien sûr préciser, c'était une transition vers une armée professionnelle. Jacques Chirac l'a dit. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça? Sachant qu'aujourd'hui, on en est aux journées d'appel et à ce genre, au service civique et à ce genre de modalités. Eh bien, bonjour à tous les deux. Merci de m'interviewer. Avec plaisir. Je vais rappeler en fait le contexte. S'ils ont fait ça à l'époque, c'est parce que c'était la fin de la guerre froide. Donc les besoins n'étaient plus les mêmes. Vous êtes sur haut-parleur? Oui, tout à fait. Alors coupez le haut-parleur et mettez le téléphone contre votre bouche, que vous êtes dans une caverne. Autant pour moi. Ah là, c'est parfait. Voilà. Donc du coup, d'abord le contexte, il a supprimé ça et donc ça reste quand même une erreur parce que c'était un sacré brassage et une rencontre sociale pour tous. Mais donc il l'a fait contextuellement parce que on n'avait plus d'utilité face à la menace soviétique ou du bloc de l'Est. Donc on peut comprendre qu'il l'ait fait. Il fallait encore faire des économies comme d'habitude, comme la gauche avait commencé à le faire dès 80. On était dans cette optique-là.
Donc c'est vrai que maintenant, avec le regard en arrière, bien sûr, ça nous manque. Quand on entend un peu parler en ce moment de tout ce qui se passe avec les extrêmes, le racisme, etc., en tout cas, moi je peux vous dire une chose, c'est que moi j'ai pas connu le service militaire, mais au sein du 8e RPIMA... ah oui, vous étiez comme on dit, au 8 ? J'ai commencé au 8. Alors, régiment de super élite, hein, qui est basé à Castres. Ouais. Félicitations, parce que pour avoir fait le 8, comme on dit, respect. Oui, mais ça n'a pas duré longtemps, malheureusement, mais parce qu'après, du coup, là, je peux vous parler de mon régiment d'après, le 12e cuir, le 12e régiment de cuirassiers. D'accord. Hein, qui est traditionnel de la 2e DB. Oui. Et où j'ai d'ailleurs finalement beaucoup plus évolué qu'en étant un simple 0-0 fantassin. Oui. Je passe d'ailleurs un coucou à tous, hein, notamment en général Lafontaine et à monsieur De Villiers, général De Villiers, qui était mon chef de brigade à l'époque. Ah oui, d'accord. Ouais. Avant de finir, chef d'état-major des armées, oui. Exactement. Ah oui, c'était le chef de la 2e brigade blindée. Oui. Et bon, tout ça pour dire qu'en tout cas, le racisme n'existait pas. Alors, il existait. Il y avait des groupuscules. Par contre, au 8, on nous le disait, on est frères et il n'y avait pas de différence. Et ça, vous voyez, en supprimant quelque part le service militaire, en plus que c'était un bassin de mixation sociale, eh bien, il y avait ça en plus. Voilà. Alors, Florent, restez avec nous parce que ça réagit, le sujet fait réagir. On en prend Christian d'Anglette, François-Louis. Bonsoir Christian. Bonsoir Christian. Bonsoir à vous, vous allez bien? Oh bah très bien. Quand on a les auditeurs en ligne, on va toujours très bien. Un plaisir de vous donner la parole justement. Et Christian, vous ne semblez pas être favorable au service militaire. Au retour. Je sais pas, au retour du service militaire. Ouais. Non, mais ça, c'est un pamphlet. Je veux dire, vous vous rendez compte, aujourd'hui, les casernes ont été fermées. S'il fallait aujourd'hui remettre le service militaire, je me demande comment on pourrait bien faire. Alors, c'est un vrai sujet. Vrai sujet que vous soulevez. Alors, et d'autre part, je vais vous dire pourquoi je suis totalement contre. Moi, j'ai fait aussi mon armée dans les commandos, au 30e GC de Lunéville, et j'ai fait 12 mois où ça m'a Si je ne m'abuse, c'était le 30e GC, c'était le 30e groupe de chasseurs, c'est ça? C'est ça, voilà, c'est ça. Chasseur un jour, chasseur toujours, mais pour moi, ça n'a pas été comme ça. Et donc, moi, je vais être vraiment... j'ai 70 ans, j'ai un peu de recul. En fait, faut mettre l'église au milieu du village. Ça me rappelle quelqu'un sur Sud Radio. Oui, vous avez compris. Pour ne pas dire vous, Phil David. Comme ça fait la modestie. 30 ans que je participe avec Sud Radio, voilà, j'en profite d'en reclasser quelques-uns. Et donc, en étant franc, il faut être honnête, j'espère, dans notre discussion. Bien sûr. On vise qui quand on veut aujourd'hui dire que l'armée doit revenir? On vise les gens qui traînent dans la rue, qui foutent rien, et on se dit, bon, il faut les recadrer, machin. Expliquez-moi comment, parce qu'il faut être honnête, hein, comment on va aller chercher les mecs des cités? Comment on va dire aux gars, ces gens-là, venez faire l'armée? Il y a aujourd'hui, c'est un pamphlet, ça ne sert à rien. C'est le Vatanguer qui a mis ça en place pour se faire encore mousser. Je veux dire, c'est pas possible. C'est impossible que ça puisse aujourd'hui exister. Alors, écoutez le militaire qui était avant. Oui, on a connu ça, évidemment. Mais le avant, c'est le avant. Aujourd'hui, vous regardez la société comme elle est pourrie au niveau de certaines jeunesses. Attention, je ne parle pas de tous. Hein. Je pense qu'il y en a qui veulent aller à l'armée. Hein. Tant est pour eux. Christian, parce que Florent court... Christian, reste avec nous parce que le sujet fait réagir. Florent, on vous garde en ligne, mais on a Bilal qui nous appelle de l'Hérault. Bonsoir Bilal. Oui, bonsoir tout le monde. Et vous, alors vous êtes jeune a priori vu votre voix, Ouais, moi je suis jeune, moi j'ai 36 ans. Et vous avez fait l'armée comme engagé? Non, pas du tout. Du tout. Après moi je suis favorable, moi je veux qu'ils le remettent parce que voilà, après moi j'ai des origines d'Afrique du Nord et je sais très bien que là-bas il y a le service militaire et ça fonctionne très très bien. Et je pense que pour notre pays, la France, il faut à tout prix que la jeunesse ait un peu plus d'amour pour la nation et je pense que le service militaire, c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire aujourd'hui. On a bien raison. Voilà, pour résoudre le problème, l'amour de la nation, parce que les gens aujourd'hui,
peu importe, ils sont prêts à se dire ouais, bah, demain il y a un truc, chacun sa merde. Mais en fait, c'est notre pays, c'est pas chacun sa merde. On paye tous des impôts, on bosse pour notre pays. On n'est pas là à se dire ouais, bah, de toute façon, s'il y a un problème, je vais aller ailleurs, comme les migrants ou autres. Non, en fait, on va assumer tous et il va falloir, pour assumer, il faut mettre des services en place. On peut pas rester comme ça, lire des livres à l'école. D'accord. Exactement. Alors, oui, alors c'est Florent qui veut réagir, mais Florent, on a Bilal, Christian, tout le monde peut parler, mais chacun son tour, comme à Confesse. Oui, bien sûr. Florent, ce que disait Christian, moi je suis plutôt favorable au retour du service. Mais ce que dit Christian, c'est vrai. Toutes les casernes ont été vendues. Moi, je vois un peu partout en France des casernes qui étaient des casernes et qui sont maintenant devenues des programmes immobiliers, où on a fait des immeubles où habitent monsieur et madame tout le monde, très bien. Où est-ce que, moi, pour le retour au service militaire, je vous le dis, je suis pour, mais où est-ce qu'on mettrait les militaires ? Alors, justement, moi, déjà, merci Bilal, bravo, parce que je confirme que moi, j'ai eu, à l'époque, j'ai eu des potes qui étaient soi-disant des racailles qui devaient être carchérisés par M. Sarkozy et qu'on donnait leurs fesses et qu'on donnait le maximum pour notre pays. Petite pensée aux premières classes Kilifi, d'ailleurs. Voilà. Par contre, en fait, il faut réfléchir effectivement sur la logistique d'une autre manière. Parce que c'est important. Oui, parce que de toute manière, notre service à l'époque, il était mal pensé. On obligeait les gens pendant 12 mois, 15, 16 mois, 18 mois. Maintenant, on réfléchit, on fait comme Alors, je vous arrête, 18 mois, c'était uniquement les volontaires en VSL les dernières années, en volontaire service long. 12, 14. Nous, c'était 12 le standard, mais c'était après 18 ou 24 en VSL. Mais du coup, la solution, elle était chez nos voisins, chez les Allemands, qui eux ont un service très intelligent, qui pouvait durer qui empêchait leurs interruptions pures et dures de leur scolarité études sup. C'est-à-dire qu'ils allaient une fois par an, une fois tous les 2 ans, ou une fois tous les 3 ans. 2 mois par-ci, 2 mois par-là. À partir de là, la logistique, on peut la trouver. Et puis, si nos vieilles casernes, et moi je les ai connues, très défectueuses, parce que je peux vous dire, c'était des bâtiments qui dataient de 1870. C'était des bâtiments après la guerre de 70, quand la conscription a été vraiment mise obligatoire et que tout le monde y allait. Les Algeco, comme ils ont fait un Mourmelon, parce que moi j'ai connu le Mourmelon avec les tentes, et après, avec les années 2000, 2010, avec des Algeco qui se mettaient en place très rapidement, il n'y a pas de souci. Et on en mettra finalement un peu moins, parce qu'on gérera le flux de nos appelés intelligemment. 2 mois, 1 mois par an, 2 mois par an, voilà. Et à partir de là... Alors, Florent, on va faire réagir Christian qui est pas d'accord avec vous. Christian. Bah ouais, je dis le Georges V aussi. Sérieux, c'est impossible logistiquement. Aujourd'hui, on ne peut pas, au nombre de gens qui devraient faire l'armée, il est impossible dans la logistique de le faire. Alors, il faut arrêter de faire rêver les gens, la nation, le drapeau, la France. Mais je vais te dire, j'ai un gros problème avec ça. Là, quand tu écoutes les gamins parler aujourd'hui, je voudrais les voir, moi, se présenter quand il y a le 8 mai, quand il y a des choses comme ça. Le respect qu'ils ont. Je serais curieux de voir ça. Alors moi, je dis, c'est un pamphlet. On en fait tout un cinéma. Ça n'existera pas. Et ça n'existera. C'est terminé, c'est mort. De toute façon, ça n'existera jamais. Mais bon, c'est vrai que c'est bien de dire oui, la France, le truc, le machin. Mais mon pauvre ami, la problématique, vous la connaissez comme moi. Vous en avez combien aujourd'hui parlent ça? Ah ouais, ils sont pour les Français quand ils vont voir des matchs de football, ça. Et ils chantent même la Marseillaise, disons. Alors, on va donner le mot de la fin à Bilal. Bilal, qu'est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord avec Christian? Vous pensez qu'on pourrait faire le service? Ouais, on peut. Après, pourquoi pas l'instaurer dans l'éducation nationale, organiser peut-être, je sais pas, dans le programme scolaire. Ça peut être une journée complète ou 2 jours et pourquoi pas, on pourrait. Alors ça, c'est Alors je peux vous dire que c'est la GAPD. Moi, mais les enfants l'ont fait. On peut dire que c'est particulièrement light. Vous y allez, on vous fait des tests psychotechniques, etc. C'est un peu comme endurci, je pense. Oui, enfin nous, on avait les 3 jours avant d'être incorporés au service militaire quand on était apte. Les 3 jours, alors on vérifiait vos oreilles. Vous êtes inapte pour ci, vous êtes apte pour ça, etc. Mais ça allait pas très loin. Mais c'est un sujet qui a fait réagir. Merci beaucoup à tous les 3. Merci pour vos témoignages. Merci Florent, merci Christian, merci Bilal. Et dans un instant, un sujet
que vous aimez beaucoup sur Sud Radio, bah oui, qui vous fait beaucoup réagir. On donne beaucoup la parole à nos agriculteurs. D'ailleurs, vous êtes très nombreux à nous écouter. On va parler du salon de l'agriculture. Alors, il a commencé en grande pompe, ce salon. Il a commencé samedi. Toujours avec le chef de l'État. Ah oui. Et puis, il y a eu pas mal de choses qui sont déjà passées pour cette 62e édition. Notamment, pas de vaches, on le sait, cette année. Pas de bovins. Et puis surtout, il y a eu un peu de bagarre. Mais ça, on va en parler après. Et surtout, si vous voulez témoigner, peut-être que vous êtes sur place, peut-être que vous allez y aller. Peut-être que pour vous, le salon de l'agriculture, c'est qu'un rendez-vous politique. Eh ben, dites-le nous, 0826 300 300. On prend vos appels. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Avec François-Louis Bourneau, on va parler maintenant des agriculteurs et du salon de l'agriculture qui a ouvert ses portes ce week-end. Vous nous faites pas un petit meuh, Philippe David? Non, parce qu'il n'y a pas de bovins cette année. Mais je vous ferai pas non plus le mouton. Peut-être quand on y sera mercredi prochain avec Cécile de Bénibus. Pari tenu. Mais pour les droits animaliers, je suis pas très bon. En tout cas, cette 62e édition, justement, qui tient ses valeurs, mais qui commence de manière un petit peu agitée, j'ai envie de dire, Philippe. On a vu, il y a près de 600 000 visiteurs qui sont attendus. Peut-être que vous allez y aller, peut-être que vous y êtes déjà d'ailleurs, encore une fois. Et pensez-vous justement que ce salon de l'agriculture n'est plus qu'un rendez-vous politique? Certains le pensent, peut-être que c'est votre cas. Donc 0826 300 300 pour témoigner. Et en attendant, on a des auditeurs qui nous appellent. On est avec Alexandre. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Alexandre. Bonsoir à tous. Vous êtes de Haute-Garonne, vous êtes agriculteur céréalier et puis vous êtes aussi dans l'élevage. Pour vous, ce salon de l'agriculture, cette année, ça représente quoi? Un salon sans ovins, sans bovins? Qu'est-ce que ça vous fait? C'est sûr que ça dénature un peu le salon. Maintenant, il y a un risque sanitaire quand même assez élevé, vu l'épisode qu'on a eu fin d'année. Avec la DMC, la dermatose nodulaire contagieuse. Voilà, exactement. Je pense qu'on a vécu des heures sombres pour l'élevage. Donc, si on peut éviter de propager la maladie sur toute la France, c'est important de prendre ces mesures-là, à mon avis. Vous êtes céréalier et élevage bovin, c'est ça? Non, canard. Canard, d'accord. Donc, canard gras? Juste avant, ouais. D'accord. Éleveur, on appelle ça éleveur, ouais. D'accord, très bien. Et vous allez monter au salon de l'agriculture? Non, j'y vais pas. Moi, c'est un peu contradictoire avec le mal-être agricole, à mon sens du moins. Oui. Quand je vois la ferveur des agriculteurs d'y monter, j'ai un peu mal au ventre, quoi, personnellement. D'accord. Et est-ce que vous trouvez ça justement peut-être un peu trop politique et pas assez agricole, le salon de l'agriculture? Oui, de toute façon, tous les politiques qui nous ont mis des bâtons dans les roues depuis des décennies se présentent là comme des sauveurs, et ça me fait un peu mal au ventre, quoi. Alors, restez avec nous, Alexandre, parce qu'on a Michel qui nous appelle. De Dax. Bonsoir Michel, vous êtes entrepreneur agricole, bienvenue. Bonsoir Michel. Oui. Bonsoir Philippe, bonsoir François et bonsoir cher collègue Alexandre. Oui, mais moi je suis tout à fait d'accord avec les propos d'Alexandre. Oui, c'est le manège des politiques qui viennent. Mais comme dirait, cette année il n'y a pas le cul des vaches, enfin, il n'y a pas les vaches, mais peut-être le cul des vaches, et puis promettre beaucoup de choses et rien faire par derrière. Ouais. Et moi j'ai une crainte, c'est que cette vitrine, cette année il n'y a pas les vaches, et je crains qu'à l'avenir ce salon de l'agriculture disparaisse. Tout comme alors c'est passé un petit peu inaperçu, mais depuis le Covid se tenait tous les 2 ans à Villepinte le CIMA, comme on appelait le Salon international de la machine agricole, qui celui-là n'existe plus. Il a disparu carrément à cause du Covid, ou il allait déjà pas bien? Baisse de fréquentation. Je sais pas trop, parce qu'il remplissait quand même tous les halls de Villepinte, et tous les halls, il y a je sais pas combien de halls. C'était énorme. Le Covid est passé par là. Et il était en intermittence avec le salon Agritechnica à Hanovre. C'était le même salon, mais à Le Mans, à Hanovre, qui était encore beaucoup plus grand. Et ce salon-là, ils ont voulu le remettre au goût du jour en 2022. Mais pas en même temps que le salon agricole, ils ont voulu le mettre en novembre. Alors moi j'y avais été, parce que moi je suis un passionné de machines agricoles, mais c'était d'une tristesse, mais c'était après, quoi. Il y avait quatre minables stands hall qui étaient occupés, mais avec de l'espace entre les stands qui étaient... Certaines grosses marques agricoles n'étaient pas non plus présentes.
Donc voilà, et je crains que ça se passe un petit peu comme ça pour le salon agricole à Versailles. Je vous laisse échanger tous les deux. C'est quand même une institution en France, le salon d'agriculture. Le salon de la machine agricole, c'est un salon professionnel, mais là c'est un salon où même les gens les franciliens viennent pour montrer des vaches, des veaux, des cochons découverts à leurs enfants. C'est familial, c'est convivial quand même. Vous êtes d'accord avec ça, Alexandre et Michel ? Moi, j'ai une remarque un peu particulière. Allez-y. C'est Alexandre. C'est 600 000 visiteurs. Oui, ça devait être ça. 68 millions de Français, si je ne me trompe pas. 600, oui. Absolument, c'est ça. 600 000 visiteurs, 4 000 animaux ça l'année fait dernière. près d'1% de la population. Hein. Sortez tous les agriculteurs, les ruraux, qui vont faire l'effort d'aller au salon. Combien reste-t-il ? Sortez les écoles. Combien reste-t-il de visiteurs derrière ? Alors, franchement, pour y aller tous les ans depuis 10 ans, notamment depuis que je suis sur Sud Radio, il y a énormément de gens qui viennent. Alors, c'est plus la clientèle du mercredi et du week-end qui viennent notamment avec leurs enfants pour leur montrer un peu ce que c'est que quand ils boivent du lait, c'est donné par une vache, que quand ils mangent du fromage par exemple, ça peut être donné par une brebis ou une chèvre, et que ou une vache évidemment, hein, ou quand ils mangent du magret de canard, ça vient d'un canard et pas d'une poule, quoi. Oui, c'est pour essayer de reconnecter on va dire, je veux pas être vulgaire, mais le citadin avec la ruralité. J'entends bien l'argument. Hein. Vous êtes d'accord avec ça, Michel de Dax ? Oui, parce que c'est quand même, il y a beaucoup de gens qui viennent en visiteur. Alors, ils montrent ça aux enfants et puis ils viennent acheter, parce que quand on voit ce que vendent les stands de tous les produits régionaux, c'est quand même impressionnant en chiffre d'affaires. Et vu le coût d'un stand, il faut vendre beaucoup pour arriver à l'amortir. Hein. Et surtout en ajoutant les chambres d'hôtel, les dîners, les déjeuners, etc. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ces propos-là. Sauf que, après, j'aimerais que tous les visiteurs, n'oublient pas l'agriculture après le reste de l'année. C'est-à-dire qu'ils continuent à aller acheter chez le producteur dans la mesure du possible. Pendant le Covid, moi j'ai des amis qui sont éleveurs de porc bio en plein air. Pendant le Covid, tous les habitants proches se sont souvenus qu'il y avait un agriculteur. Bien sûr. Et une fois que le Covid a été passé, il a été complètement déserté, quoi. Ils ont complètement oublié le fait qu'ils produisaient du porc, quoi. Ils se sont retournés dans les grandes surfaces. Voilà. Donc. Et vous Oui. Allez-y, Michel. Oui. Et puis je voulais parler c'est très bien, mais j'aimerais accentuer sur le fait que les éleveurs que ce soit de vaches, d'ovins ou de caprins ou d'autres, c'est beaucoup de travail. Ils ont beaucoup de travail sur la génétique pour le lait, pour les vaches à lait, pour qu'elles produisent plus, pour la viande, pour qu'elles produisent plus de viande et de meilleure viande. Et j'espère que l'accent est mis là-dessus, parce que c'est du travail de très longue haleine, de génération, pas de génération, mais de très nombreuses années pour arriver au résultat escompté. On sait que les Français aiment leurs agriculteurs. Vous sentez pas de désamour, Alexandre ? Les Français aiment toujours autant leurs agriculteurs. On les a vus les soutenir, notamment au moment des manifs contre le Mercosur. Franchement, je sais plus. Je sais plus. Je l'entends. On entend des gens qui nous ont soutenus. J'ai fait partie de barrages il y a 2 ans. C'est qu'on avait beaucoup de populations qui nous ont donné, serait-ce qu'à manger ou autre. Maintenant, politiquement, je sais pas. Je sais pas si on est si soutenu que ça. Je regarde la télé, je regarde toutes les chaînes publiques. Je rajoute LCP avec. Si je ne me trompe pas, LCP. Mais c'est public aussi, LCP. La chaîne parlementaire, c'est aussi la télé, le service public, oui. Et c'est un abattage anti-agriculteur, pas permanent, mais on est très peu défendu. Et vous, Michel, qu'est-ce que vous en pensez ? Ils sont encore aimés, les agriculteurs, vous qui êtes dans le milieu agricole ? Ou vous sentez un désamour ? J'espère qu'ils sont aimés des Français. Par contre, je suis tout à fait de l'avis d'Alexandre, qui sont complètement délaissés par les politiques. Et quand on voit M. Macron qui, au Brésil, disait oui, le Mercosur c'est très bien, il va falloir y regarder de plus près, et puis après qu'au dernier moment, à la veille du vote, mais non, on va pas le voter, on va tout faire pour que
que je ne sois pas voté. Et puis bon, finalement, mais ça date pas d'aujourd'hui, ça date des années 80, quoi. C'était petit à petit. Et puis il y a eu là également, moi c'est là où je suis un petit peu, ça me fait doucement rigoler, c'est que cette cogestion entre la FNSEA et puis les politiques, les ministères. Depuis des années, ça, je pense que ça a contribué également au déclin de. Enfin, il n'y a pas que ça, c'est tout un contexte. La mondialisation. Oui. Agricole, et puis ces subventions, moi j'en reviens à toujours ça, en 92, donner des subventions aux agriculteurs pour ne pas produire. C'est agriculteur, moi, ce temps-là, et puis aujourd'hui, on a la balance commerciale est déficitaire, on marche sur la tête, quoi. C'est incompréhensible. C'est clair. Merci beaucoup. Merci Alexandre et Michel. On pense à vous les agriculteurs. On vous retrouvera bien évidemment avec les vraies voix mercredi au Salon de l'Agriculture à 17h. Et puis demain avec Perico Légas dans la France, dans tous ses états, et Maud qui seront sur le stand de la région Occitanie. Eh bien écoutez, demain, Perico